À ce nouveau webinaire, qui va parler des amélogénèses imparfaites de A à Z. On va essayer de répondre à toutes les questions. Les conférenciers vont essayer de répondre à toutes les questions. Mais avant de commencer le webinaire, un petit point technique. Si vous avez un problème de connexion, vous avez noté 2 numéros de téléphone, que vous soyez en France ou en Belgique. Vous pouvez faire pour avoir une réponse immédiate à votre problème de connexion. Et puis, vous voyez en bas à droite, vous avez une petite case où vous pouvez inscrire vos questions. Et bien sûr, les conférenciers répondront à toutes vos questions. Si malheureusement, nous sommes pris par le temps et toutes les questions ne sont pas posées, les conférenciers vous répondront par mail. Voilà. Donc, place maintenant à ce webinaire qui va durer environ 40 minutes de conférence avec les 4 conférenciers. D'abord, le professeur Agnès Bloch-Dupont, qui est professeur d'université à Strasbourg en biologie orale. Le professeur Marie-Cécile Manière, également professeur d'université, elle en oncologie pédiatrique. Le professeur François Claus, également en oncologie pédiatrique. Et puis le docteur Élise Pilavian, qui est assistante hospitalo-universitaire en département de la prothèse. Tout ça appartient, c'est également le centre de référence des maladies rares et dentaires, ou rares, et des hôpitaux, bien sûr, universitaires de Strasbourg. Voilà, je vais laisser la parole au professeur Agnès Bloch-Dupont, qui va commencer à vous parler de cette fameuse amélogénèse imparfaite. Bonjour, merci beaucoup de votre participation. Nous allons essayer d'aborder ces amélogénèses imparfaites de A à Z. Et je pense que vous trouverez à quoi correspond la lettre Z dans les diapositives à venir. Donc, par définition, les amélogénèses imparfaites sont un groupe hétérogène de maladies rares génétiques qui affectent la formation de l'émail. Et ces maladies rares concernent moins d'une personne sur 2000. Donc, il existe très peu d'informations sur ces maladies. Les progrès de la recherche, de la génétique, permettent maintenant de comprendre un peu les mécanismes qui sont mis en œuvre pour perturber cette formation de l'émail et aboutir à ces défauts que nous allons décrire et inscrire dans le contexte des maladies rares. Donc l'émail, c'est une structure, ce n'est pas un tissu, parce que cet émail ne contient pas, une fois qu'il est formé, de cellules. Vous voyez là, sur ces images de microscopie électronique, que c'est un tissu hautement organisé. Donc, pour pouvoir mettre en place un tissu de cette nature, 96-98% de minéral, il va falloir que de nombreux acteurs protéiques viennent en œuvre, et ces acteurs vont être concernés, lorsqu'ils ne sont pas fonctionnels, par les amélogénèses imparfaites. Donc cet émail, quelques petits rappels, est d'origine ectodermique. Il se forme uniquement pendant le stade de formation de la couronne dentaire. C'est donc un processus limité dans le temps. L'émail n'est pas capable de régénération ni de réparation. Il existe ainsi une chronologie de formation de l'émail, et en gros, l'émail des dents temporaires commence sa formation autour de la 14e semaine du développement in utero, alors que l'émail des dents permanentes commence à se développer autour de la naissance. Cette amélogénèse, elle met en œuvre la cellule principale qui va mettre en place les protéines de la matrice de l'émail dentaire, à savoir l'améloblaste. Cet améloblaste va passer par différents stades et assurer différentes fonctions au cours de la formation de l'émail. Ainsi, dans un premier stade, il va être dit sécréteur, c'est-à-dire qu'il va former toutes les protéines de la matrice de l'émail. Et donc, pour former cette couche qui est quand même assez épaisse et qui protège la dent, cette cellule est une véritable usine de fabrication des protéines qui constituent la matrice de l'émail, cette maquette qui va ensuite se minéraliser. Pour joindre ensuite 96-98% de minéral, c'est-à-dire presque plus de protéines, l'améloblaste va aller vers la maturation de l'émail, et cette cellule va donc digérer toutes les protéines qu'elle a mises en place pour cette organisation. C'est un tissu extrêmement dur,
protecteur et donc se débarrasser des protéines pour pouvoir permettre la croissance des cristaux d'hydroxyapatite. Donc c'est la phase de maturation. Ainsi, ces amylogénèses imparfaites ont des expressions cliniques différentes selon le moment de l'amylogénèse qu'elles perturbent. Si le moment perturbé est celui de la synthèse des protéines de la matrice de l'émail, donc de la constitution de la maquette de l'émail, l'amylogénèse imparfaite sera dite hypoplasique, c'est-à-dire que le défaut est quantitatif. Et on le voit très bien sur les images du haut de la diapositive. Si au contraire, c'est plutôt la phase de minéralisation qui est perturbée, alors l'émail va être plus mou, très coloré, et l'amylogénèse imparfaite est dite hypominéralisée. Lors de la fin du processus de maturation, donc du retrait complet des protéines de la matrice de l'émail pour 96-98% de minéralisation, l'amylogénèse imparfaite est dite hypomature, et vous le voyez, c'est un émail blanc, tacheté, parfois plus coloré, mais qui n'a pas la translucidité que vous connaissez au niveau de l'émail. Donc il y a une classification maintenant assez ancienne de ces amylogénèses imparfaites où on le retrouve ces différents types cliniques associés à différents modes de transmission. C'est donc une maladie génétique et à ce jour, on connaît de nombreux gènes impliqués dans ces amylogénèses imparfaites dites non syndromiques, c'est-à-dire isolées, où le seul élément est l'anomalie de formation de l'émail. Donc les gènes vont concerner des protéines de la matrice de l'émail, ou alors vont coder pour des transporteurs, parce qu'il va falloir amener au niveau de cette matrice du minéral, du calcium, des ions, par des cargos, ou alors vont concerner les enzymes qui vont dégrader la matrice, ou alors les protéines impliquées dans les phénomènes de minéralisation. Certains de ces gènes vont être retrouvés aussi dans les amylogénèses imparfaites dites syndromiques, où là, le défaut de l'émail n'est pas isolé, mais associé à d'autres symptômes dans le cadre de certains syndromes dont nous parlerons plus tard. Au niveau du centre de référence des maladies rares orales et dentaires, nous avons mis au point un test génétique, c'est un panel de gènes qui utilise les nouvelles générations de techniques de séquençage à haut débit, qui permet d'interroger en une fois tous les gènes impliqués dans les amylogénèses imparfaites et de compléter le diagnostic clinique par un diagnostic moléculaire. Et cela est particulièrement important lorsque l'amylogénèse imparfaite est associée à d'autres symptômes pour aboutir à un diagnostic de maladie rare plus global. Voici ainsi certains des gènes pour lesquels nous avons identifié chez les patients des mutations. Et vous le voyez, ces amylogénèses sont soit isolées, ou alors éventuellement syndromiques. À titre d'exemple, j'ai illustré certains de ces phénotypes cliniques. Vous le voyez là, une amylogénèse hypoplasique piquetée. C'est un patient qui a été vu dans un centre de compétences maladies rares par ma collègue, le docteur Lopez Caso. Et nous avons identifié une mutation à l'état autosomique dominant, donc un seul allèle touché dans un des gènes de l'amine, donc qui contribue à l'attache de l'amyloblaste à la matrice extracellulaire et en particulier à la membrane basale qui soutient cette cellule. Un autre type, là, l'aspect clinique est très différent. Vous le voyez, l'émail est plus mou, va s'effriter. Nous sommes donc dans un contexte d'amylogénèse imparfaite hypominéralisée. Le gène, là, est un gène FAM83H. Et c'est un patient qui a été pris en charge par le professeur Muller-Bolla dans le centre de compétences de Nice. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue, le professeur Marie-Cécile Manière. Bonsoir. Donc, ma collègue vient de parler d'un centre de référence ou de centre de compétences maladies rares. Donc, je vais un peu vous exposer en quoi ça consiste.
Ces centres ont vu le jour en fait en 2004 lors du premier plan national maladies rares. Et récemment, en 2017, il y a eu un processus de relabellisation avec lequel nous avons pu maintenant avoir un centre de référence qui s'appelle ORAR, qui comprend en fait un réseau. Le centre en lui-même est un réseau avec un centre de référence à Strasbourg, un autre centre de référence à Paris-Rothschild et 16 centres de compétences qui sont répartis quasiment sur tout le territoire. Sachez que dans les villes où il n'existe pas de centre de compétences, comme Lille, Clermont-Ferrand, Nice et Brest, il y a également des facultés de chirurgie dentaire qui ont l'habitude de prendre en charge les anomalies dentaires. Notre centre fait partie d'une filière de santé maladies rares qui s'appelle la filière de santé tête-cou, et donc avec d'autres disciplines comme la chirurgie maxillofaciale, l'ORL, nous constituons cette filière de santé tête-cou. Il y a beaucoup de maladies rares, plus de 8000 environ, 900 ont des manifestations bucco-dentaires et crânio-faciales. Ces anomalies peuvent être isolées ou syndromiques. Très souvent, comme dans la mélogénèse imparfaite, ce sont des malformations visibles. Et donc, elles ont un impact important sur le vécu, la psychologie du patient qui en est atteint. Elles occasionnent des douleurs, des conséquences sur les fonctions, évidemment avec un préjudice esthétique, psychosocial et économique qui peut être souvent majeur. Et leur caractéristique de ces maladies rares bucco-dentaires, c'est que la prise en charge est souvent complexe et fort longue, elle s'étend depuis le diagnostic pendant la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc le CRMR ORAR prend en charge ou oriente des patients porteurs de maladies rares ayant une expression orale et dentaire, qui sont le plus souvent d'origine génétique, comme la mélogénèse imparfaite. Alors, les missions des centres sont nombreuses. Elles tournent autour de l'expertise, du recours, de la coordination, de la recherche. En particulier, le troisième plan maladies rares met l'accent sur la diminution de l'errance au diagnostic. Et donc, nos démarches collectives s'inscrivent tout à fait dans ces objectifs. Également, il s'agit de définir des stratégies de prise en charge, tant sur le plan thérapeutique, psychologique que d'accompagnement social. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés des tutelles et des associations de famille. Et sachez que récemment, s'est créée en France une association appelée Amélogénèse imparfaite France. Et donc, nous en sommes particulièrement heureux. Nous élaborons et diffusons des protocoles de prise en charge. Ces protocoles s'appellent des PNDS, protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Et en 2018, nous avons démarré un protocole, un PNDS sur la mélogénèse imparfaite. Évidemment, il s'agit aussi de coordonner la recherche, d'assurer la surveillance épidémiologique, d'animer les réseaux et puis bien sûr d'assurer la formation et l'information aussi bien des professionnels de santé que des malades et de leurs familles. Alors, tout le monde peut solliciter les CRMR ou les CCMR, bien sûr les patients, aussi les professionnels de santé, tant médicaux que chirurgiens dentistes, mais aussi des associations de malades, des établissements de santé et bien sûr les organismes de sécurité sociale. Les objectifs sont variés. Il peut s'agir tout simplement déjà de confirmer ou d'établir un diagnostic d'anomalie dentaire, isolée ou associée, de mettre en œuvre le diagnostic moléculaire, comme on vient d'en parler avec ma collègue. On peut réaliser des bilans pluridisciplinaires, orienter le patient vers un spécialiste, proposer des prises en charge thérapeutiques, notamment dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires. Et puis beaucoup, on est souvent sollicité pour une assistante, dans les démarches administratives, notamment le problème très crucial des remboursements des soins dentaires. Alors, dans ce PNDS, ce fameux PNDS, nous exposerons un petit peu le parcours de soins qui est recommandé. Alors, vraiment dans les grandes lignes, pour la mélogénèse imparfaite, ça va nécessiter un diagnostic, une prise en charge la plus précoce possible.
dans la mesure du possible, une approche pluridisciplinaire, une coordination efficace entre les différents intervenants, chirurgien dentiste traitant, orthodontiste, voire chirurgien maxillofacial, un programme de prévention spécifique le plus tôt possible, et la recherche clinique fait bien sûr partie intégrante du parcours. Il y a des spécificités pour l'enfant, notamment l'âge, le développement psychologique et cognitif doit être pris en compte dans la gestion en fait de la maladie rare, au même titre que son anomalie dentaire. Donc une approche globale est indispensable, il faut un accompagnement spécifique des parents et une préparation en fait au passage à l'âge adulte. Donc pour vous accompagner au mieux, aussi bien les patients que les professionnels de santé, eh bien, nous avons un site internet qui est résumé ici, qui est en lien également avec le site de la filière de santé maladies rares TEDCO. Et vous avez sur ce site notamment une carte de France interactive avec un lien sur la page de chaque CCMR sur laquelle vous pouvez trouver les coordonnées. Et donc, je vais passer maintenant la parole à mon collègue, le professeur François Claus, qui va vous donner les grandes lignes des prises en charge chez l'enfant et l'adolescent. Bonsoir. Nous allons évoquer maintenant les différents aspects du diagnostic différentiel de ces amélogénèses imparfaites, puis aborder les différentes techniques de réhabilitation précoce de ces pathologies. Le diagnostic différentiel de ces amélogénèses imparfaites, eh bien, il va se situer à différents niveaux. Il y aura une discussion donc, du diagnostic différentiel entre amélogénèse imparfaite et des formes de carie précoce de l'enfance. Mais il y aura également donc, un niveau de discussion entre les différentes formes cliniques d'amélogénèse imparfaite, qu'elles soient hypoplasiques, hypomatures ou hypominéralisées. Et puis également un diagnostic différentiel entre des formes isolées et syndromiques. Donc pour le premier niveau de discussion, eh bien, donc, il existe des tableaux cliniques très sévères de carie précoce de l'enfance où il va y avoir donc, des atteintes améllaires généralisées qui finalement peuvent mimer des formes d'amélogénèse imparfaite hypoplasique. Toutefois, eh bien, donc, il y a des critères diagnostiques assez spécifiques de ces caries précoces de l'enfance avec une distribution topographique des lésions, des atteintes initiales au niveau des incisives maxillaires dans un premier temps, puis des molaires maxillaires et mandibulaires. Et puis, donc, dans le diagnostic différentiel, eh bien, on intégrera également les antécédents familiaux avec la notion, donc, bien sûr, de transmission intrafamiliale donc, des amélogènes imparfaites, mais également donc, les facteurs de risque éventuels des caries précoces de l'enfance, les différentes formes cliniques, et puis donc des pathologies associées à ces amélogènes imparfaites que nous décrirons rapidement. Des aspects comme la notion de biberon à l'endormissement ou d'alimentation cariogène, bien sûr, orienteront plutôt le diagnostic vers un tableau de CPE plutôt que d'amélogènes imparfaits. Un diagnostic différentiel qui, celui-là n'est pas évident, est celui donc, qui va pouvoir se discuter entre des AI et d'autres formes d'anomalies améllaires donc, acquises, qu'il s'agisse du MIH, donc ce qu'on appelle l'hypominéralisation molaire incisive. Là aussi, donc, il y a un tableau clinique assez spécifique avec des atteintes plutôt au niveau donc, des premières molaires permanentes, sous forme ou d'hypominéralisation ou d'hypoplasie dans les formes plus sévères, et puis donc avec des hypominéralisations du secteur incisif, comme vous pouvez le voir sur donc, les photographies cliniques. On a l'équivalent un petit peu de cette atteinte en dentition temporaire, c'est ce qu'on appelle donc la HSPM pour Hypomineralization of Second Primary Molar, et dans ce cas-là, on va trouver donc des hypoplasies des secondes molaires temporaires. D'autres atteintes améllaires, donc d'origine environnementale, comme la fluorose, fait aussi partie du diagnostic différentiel. Pour ce qui est des mécanismes étiologiques sous-jacents, du MIH ou du HSPM, on a là plutôt donc, des origines environnementales, avec par exemple la notion d'antibiothérapie pendant la petite enfance dans le MIH, et puis également donc, des interactions entre l'environnement et des polymorphismes génétiques. Il y a donc un aspect très important sur le plan médical et en termes de prise en charge globale du patient
entre donc des formes isolées et syndromiques. En effet, donc il sera important de mener une anamnèse très exhaustive, de s'intéresser aux différents antécédents médicaux, chirurgicaux, aussi bien du patient que de la famille, qui vont pouvoir orienter vers une forme ou isolée ou syndromique. En effet, donc il sera important d'exclure toute pathologie systémique associée à ces amylogènes imparfaites. Et puis, donc, nous verrons qu'on pourra rechercher plus particulièrement des pathologies rénales, des atteintes neurologiques ou neurosensorielles, par exemple. Dans le cas d'une suspicion d'atteinte syndromique, eh bien, il sera intéressant donc, que le praticien oriente le patient et la famille vers un centre de référence maladie rare pour qu'il y ait donc coordination d'une équipe multidisciplinaire et éventuellement discussion d'un bilan génétique. Quelques exemples de pathologies associées à ces amylogènes imparfaites. Eh bien, dans certains cas relativement rares toutefois, on pourra trouver des pathologies rénales, comme c'est le cas donc, dans ce qu'on appelle l'ERS ou Enamel Renal Syndrome. On note toutefois, comme vous pouvez le voir ici donc, sur ces examens d'imagerie et le tableau clinique, que le phénotype est très très particulier et il associe une forme sévère d'amylogénèse imparfaite à des inclusions dentaires multiples ainsi que des hyperplasies du sac péricoronaire. Et puis sur le plan rénal, eh bien, il y a ce qu'on appelle une néphrocalcinose avec des calcifications ectopiques du parenchyme rénal. D'autres exemples de pathologies associées, ça va être donc des pathologies sensorielles avec par exemple donc une rétinopathie comme on le trouve dans le syndrome de Jalili, auquel cas il sera intéressant d'adresser la famille pour un bilan ophtalmologique et puis des examens spécialisés de la rétine. D'autres pathologies sensorielles, comme par exemple donc une surdité qu'on va retrouver donc dans un syndrome également très rare qu'on appelle le syndrome de Heimler, qui associe donc une forme d'amylogénèse imparfaite à une dystrophie maculaire. Et puis donc il y a tout un groupe d'amylogènes imparfaites qui associent plus spécifiquement donc des formes d'amylogènes imparfaites hypoplasiques à différentes atteintes squelettiques, comme par exemple dans la forme avec ce qu'on appelle une brachiolmie, il s'agit en fait d'un anisme avec des anomalies morphologiques vertébrales. Une autre forme qui va associer donc une amylogène imparfaite à une dysplasie squelettique avec une ossification prématurée et un retard de croissance générale, ou une autre forme avec des anomalies du rachis. Quelles que soient donc ces formes-là, eh bien, ce qui finalement est important et doit en ressortir, c'est qu'il va être important donc d'adresser le patient et la famille pour un bilan squelettique dans ces cas-là. Pour ce qui est de la prise en charge précoce, bien sûr, elle va être fonction de la forme clinique d'amylogène imparfaite, mais également de la sévérité du tableau. Ainsi, donc, on peut avoir une symptomatologie spontanée, un type d'hypersensibilité dans les formes hypoplasiques, notamment quand il y a des pertes de substances ou des clivages améllaires post-éruptifs. Et dans ces cas-là, eh bien, il sera indiqué de mettre en place donc, une approche préventive très précocement avec des techniques de reminéralisation et donc des sensibilisations basées sur l'utilisation de vernis fluorés ou d'autres produits comme par exemple le CPP-ACP. Pour ce qui est donc des techniques de réhabilitation prothétique précoce, eh bien, elles peuvent se faire dès la phase de dentition temporaire. Et finalement, donc, on peut scinder donc, l'arsenal thérapeutique en techniques directes, avec donc, des méthodes de réhabilitation basées sur donc, des matériaux composites, ou l'utilisation donc, de coiffes pédiatriques préformées ou métalliques ou zircones au niveau du secteur postérieur. Au niveau du secteur antérieur, on pourra utiliser ou des techniques directes en composite, avec l'utilisation éventuellement de moules polycarbonate, ou des techniques un petit peu plus sophistiquées, avec réalisation de coiffes pédiatriques zircones. Différents critères décisionnels permettront d'orienter le praticien dans ces différentes techniques directes, avec notamment donc, la prise en compte de la sévérité du phénotype, mais aussi, bien sûr, de façon plus concrète, le degré de compliance du patient, la symptomatologie ou l'hygiène bucco-dentaire du patient. Pour ce qui est donc toujours des techniques directes, on pourra donc, on le disait, utiliser donc des techniques donc avec des composites et un protocole donc de collage.
Le protocole aura certaines spécificités dans ces contextes d'amélogène imparfaite, avec notamment une technique de déprotéinisation avec donc de l'hypochlorite de sodium qui permettra d'améliorer le coefficient d'adhésion. Ça, c'est donc pour les techniques de composite. Et pour les techniques de réhabilitation utilisant donc des coiffes pédiatriques zircone, ces coiffes pédiatriques peuvent se faire en secteur antérieur et en secteur postérieur. Les techniques de préparation coronaire sont un petit peu plus spécifiques, avec donc une préparation coronaire périphérique, comme vous pouvez le voir ici sur ce cas clinique du docteur Lopez Caso, qui vont permettre donc la mise en place de ces coiffes pédiatriques zircone. Toutefois, donc, ces techniques nécessitent une bonne coopération de l'enfant, et donc on le voit ici, donc la technique de préparation coronaire avec une préparation périphérique sous-gingivale et donc une discussion d'une réhabilitation globale sous anesthésie générale qui peut être une bonne indication dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que les séances cliniques vont être plus longues et une réhabilitation globale avec une seule séance sous anesthésie générale peut être dans ce cas-là une bonne technique. Et puis donc je finirai en faisant référence aux techniques de CFAO. En effet, il y a une extension importante des indications avec des possibilités donc de CFAO adaptées à la pédiatrie grâce à une miniaturisation des caméras intraorales. Et donc dans ce cas-là, on pourra réaliser des couronnes en composite de laboratoire, en secteur antérieur ou en secteur postérieur. Et puis il y aura également une possibilité donc d'un bon design virtuel donc, de ces couronnes qui permettront d'optimiser le résultat en termes de morphologie et d'esthétique. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, eh bien, il y a souvent des anomalies morphologiques, des microdonties associées aux amélogènes imparfaites. Et bien sûr, pour ces techniques de CFAO, il faudra respecter une bonne rigueur du protocole avec certaines spécificités comme la déprotéinisation. Cela me permet de faire la transition avec le docteur Élise. Bien, nous allons voir ensemble quelques détails au niveau de la prise en charge prothétique et thérapeutique chez l'enfant et chez l'adulte, et nous le verrons, il y a des spécificités en fonction des deux cas de figure. Pourquoi soigne-t-on déjà les enfants aussitôt avec des restaurations fixées? Eh bien, le but est de commencer le plus précocement possible pour se départir des conséquences inhérentes aux amélogénèses imparfaites, comme les pertes de dimension verticale, ou les expositions de tissus dentinaires, les sensibilités, la perte d'estime de soi de la plupart des patients qui sont concernés. Pourquoi aussi préserver le plus de tissus? Eh bien, en vue des restaurations esthétiques que nous allons proposer à ce type de patients. Il y a longtemps été proposé des restaurations périphériques dont le professeur Klaus vous a encore parlé il y a quelques instants. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons faire bénéficier nos patients de restauration esthétique en céramique collée. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'études qui sont récentes et qui montrent que ces restaurations esthétiques, dont on peut faire bénéficier les enfants comme les adultes, eh bien, montrent des taux de survie qui sont égaux, voire supérieurs dans certains cas, à ceux de patients classiques sans anomalie. Ils atteignent plus de 80% de taux de survie à 10 ans. Donc, ces patients, nous pouvons aujourd'hui les restaurer avec des restaurations collées qui sont moins mutilantes que les restaurations périphériques traditionnelles. Pour être encore un peu plus convaincu, il existe aussi une étude qui a eu lieu dans le nord de l'Europe, qui a été une interview des patients selon leur ressenti en avant-après traitement prothétique. Tous ces patients montrent et expriment beaucoup le changement de leur vie à tout niveau, en termes de sensibilité, de mastication et d'estime de soi dans leurs relations sociales, après le traitement prothétique, qu'ils aient été enfants ou adultes. Alors pourquoi différencier les enfants et les adultes? Eh bien parce que chez l'enfant, les critères esthétiques, les déterminants esthétiques et la croissance faciale ne sont pas encore terminés. Donc il va falloir utiliser un matériau qui puisse être modifiable dans le temps, de telle façon à pouvoir ajuster au fur et à mesure la longueur, par exemple, des restaurations. Chez cette jeune patiente qui a été soignée ici dans le cadre de la faculté par le docteur Étienne, eh bien, il a fallu modifier. Vous voyez qu'il y a probablement de l'orthodontie encore qui va être mise en œuvre, et donc les restaurations doivent pouvoir être modifiées. Le but ici est de permettre à nos patients de bénéficier de restauration esthétique, mais aussi avec des préparations à minima,
afin de pouvoir permettre le maximum de préservation tissulaire. Chez l'enfant, on va donc aller chercher des matériaux qui puissent non seulement être modifiés, mais aussi collés, et qui sont des solutions de choix sont les polymères. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les cas du professeur Klaus, eh bien on va plutôt les mettre en œuvre par CFAO si possible. Ça a été le cas chez cette jeune patiente. Vous voyez que les préparations sur la photo sont à minima parce que le composite, le polymère, permet d'avoir des finitions beaucoup plus fines que la céramique que l'on va plutôt destiner, réserver aux cas adultes. Le but pour cette jeune patiente, eh bien, c'est de bénéficier d'un traitement esthétique en antérieur, dans les secteurs antérieurs, et préservateur dans les secteurs postérieurs. Vous voyez le cas ici fini pour la partie esthétique. Cette jeune fille est tout à fait satisfaite et en plus, ça lui diminue ses sensibilités au chaud et au froid. En revanche, chez l'adulte, les choses sont un petit peu différentes puisque ces patients vont déjà avoir beaucoup plus de soins, comme c'est le cas sur cette photo chez cette patiente, vont avoir beaucoup plus de dents manquantes éventuellement avec des restaurations qui ne sont plus au goût du jour. Ils vont avoir des égressions compensatrices suite aux pertes tissulaires qui sont nombreuses dans les cas d'amélogénèse imparfaite. Ici, ces patients vont devoir bénéficier d'un cas de traitement global, comme on peut le retrouver sur les cas d'usure que l'on voit beaucoup actuellement dans nos cabinets. Le but va être de restaurer l'ensemble des dents en ayant soin de préserver le plus possible l'émail, puisque c'est celui qui va nous permettre de coller le plus facilement possible et surtout le plus durablement possible. Donc cette patiente qui est atteinte d'une amélogénèse imparfaite type hypoplasique se trouve être dans le cas le plus simple, puisque nous allons devoir différencier les cas d'amélogénèse imparfaite en fonction de leur type. Le type 1, dit hypoplasique, est le plus simple dans la restauration, selon les sévérités, et il existe un type 2 et 3, hypocalcifié, hypomature, qui sont beaucoup plus compliqués dans la mise en œuvre. La difficulté va être d'abord au niveau des préparations, puisque les valeurs d'adhérence, les valeurs de collage sont inférieures dans les amélogénèses imparfaites, et ici, dans les cas d'hypoplasique, sont environ de 30% inférieures. Il conviendra donc, selon la sévérité du cas, d'augmenter les surfaces de collage avec des préparations à retour, comme des facettes ou des vinirlets ou des préparations en tout cas beaucoup plus larges afin de permettre un collage augmenté. Au niveau du type 1, les différences autrement ne sont pas si pénibles que cela dans le collage puisque on va devoir augmenter la préparation mais le collage reste relativement aisé. La difficulté dans les amélogénèses imparfaites est la prise en charge des types 2 et 3 où là l'émail se trouve être anormal, en défaut de quantité et en défaut de structure. Et donc, on a des valeurs d'adhésion qui sont très faibles, avec un émail très poreux. Et donc, on va avoir très peu de facilité à pouvoir coller dans de bonnes conditions. La difficulté est que le taux de minéral est inférieur à ce que l'on retrouve chez un adulte sain. En revanche, le taux protéique, lui, augmente énormément. Voilà pourquoi il a été proposé il y a maintenant plusieurs années, comme dans les traitements pour les NIH, une déprotéinisation afin d'augmenter les valeurs de collage, en plus d'augmenter les surfaces de collage, où là, ça va être très probant sur ce type de cas pour avoir une longévité des restaurations. La déprotéinisation va nous permettre de se départir des protéines et d'augmenter les valeurs d'adhérence en augmentant les valeurs d'adhésion, notamment des adhésifs que nous utilisons pour les collages. Cette déprotéinisation consiste en un mordançage à l'acide orthophosphorique des surfaces améllaires et en l'application, après rinçage, d'un hypochlorite de sodium à 5% pendant 1 minute. Le fait de se départir des protéines va augmenter le collage et donc va nous permettre de restaurer par des restaurations esthétiques et collées ce type de patient qui va pouvoir bénéficier de traitements plus modernes selon le cas. Évidemment, certaines sévérités d'amélogénèse imparfaite ne nous permettent pas. Il conviendra donc pour les collages et pour la prise en charge thérapeutique de s'adapter en fonction du type de diagnostic qui aura été établi. Je vais repasser la parole. Donc vous l'avez bien compris, la prise en charge
des patients atteints d'amélogénèse imparfaite est complexe. Elle nécessite la mise en œuvre d'une équipe pluridisciplinaire, de l'enfance évidemment à l'âge adulte. Ce qui est très important, c'est d'avoir un bon diagnostic, à la fois un diagnostic clinique et un diagnostic moléculaire. Bien évidemment, la prise en charge doit avoir une visée préventive, préserver absolument les tissus dentaires pour pouvoir les utiliser dans ces techniques de collage, de réhabilitation prothétique. La prise en charge peut se faire bien sûr au cabinet, mais aussi en collaboration avec les centres de compétences et les centres de référence que vous trouvez sur tout le territoire français. Pour en savoir un petit peu plus sur cette maladie et sur nos actions autour des maladies rares, vous pouvez bien évidemment consulter ce site sur Internet. C'est ce programme qui a permis la mise en œuvre du diagnostic génétique et de Génodan, qui est maintenant transposé dans le laboratoire diagnostique des hôpitaux universitaires de Strasbourg, de diagnostic génétique. Vous trouverez aussi sur le webinaire quelques références qui vous permettront d'aller plus loin dans votre connaissance sur ces maladies. Mais toute l'équipe élargie vous a concocté un numéro spécial de réalité clinique qui reprend et qui développe les concepts que nous venons d'aborder au cours de cette présentation. Merci infiniment pour votre attention. Je vous propose de continuer notre interaction par l'intermédiaire des questions et je repasse la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Bien, on va poursuivre et pour faire un petit point aussi sur l'ensemble des conférences et des interventions que vous venez de voir, moi je voudrais juste vous parler un petit peu de fluor. Le professeur Claus a parlé un petit peu de prise en charge, et par des restaurations bien entendu, mais aussi par l'application de fluor. Et clairement, on sait que le fluor, l'efficacité des fluorures a été démontrée pour bien sûr la prévention des caries, mais aussi bien sûr pour ralentir la progression carieuse. Et on sait que la haute teneur en fluorure présente dans des dentifrices ou dans des vernis fluorés va permettre la formation de fameux globules de fluor du calcium et avoir une bonne prévention. Et donc moi ce soir, ce que je vous propose, c'est de parler très rapidement de cette haute teneur en fluorure, d'une part pour des soins à domicile avec le dentifrice, et d'autre part pour des soins qu'on va pouvoir apporter au cabinet avec le vernis fluoré du Raphaël. Commençons par, si vous voulez bien, par le dentifrice. Un dentifrice dosé à 5000 ppm sous forme de fluor de sodium. Il est fait pour les patients à risque à partir de 16 ans. C'est un médicament, mais sachant même que c'est un médicament, il n'est pas soumis à prescription médicale et bien entendu, il n'est pas remboursé. Alors, pour qui il est étudié? Pour qui il est fait ce dentifrice? D'abord, pour 16 ans bien entendu, mais l'ensemble des études cliniques nous disent clairement que le dentifrice ralentit la progression carieuse, régularise d'une façon significative l'ensemble des lésions occlusales non cavitaires, mais également les lésions primaires de caries radiculaires. Donc on peut vraiment parler de prévention et on va pouvoir stopper et reminéraliser l'ensemble des lésions carieuses. Ici, vous avez une méta-analyse qui nous démontre clairement le lien entre la concentration de fluorure dans les dentifrices et la réduction de la carie. Clairement, quand on prend un dentifrice dosé entre 1000 et 3000 ppm, nous avons une réduction de la carie, l'indice CAO, entre 25 et 40%. Lorsque l'on prend un dentifrice dosé à 5000 ppm, comme le dentifrice du Rafad, la réduction de la carie, elle passe à 70%. Donc clairement, on arrive à avoir une réduction beaucoup plus forte justement pour ces patients à risque. Alors, au niveau du protocole d'utilisation et du mode d'administration, très simple, on met du dentifrice sur le brosse à dents, on se brosse 3 fois par jour, pendant 3 minutes, et l'ensemble des études nous montrent clairement qu'il faut l'utiliser de 3 à 6 mois, et bien sûr c'est renouvelable après une réévaluation du risque. L'ensemble des bénéfices, d'une part pour vous en tant que praticien, en tant que professionnel de santé, une grande efficacité clinique qui a été démontrée pour vos patients qui ont plus de 16 ans, et bien sûr une observance facilitée pour vos patients. Le bénéfice pour vos patients, c'est d'une part l'amélioration de la prévention carieuse, d'autre part on ne change rien, votre patient continue à utiliser un dentifrice, et bien sûr l'observance va être facilitée grâce à son coup de montre
très très agréable. Bien sûr, le rappel des caractéristiques produits est bien sûr disponible sur l'ensemble des documents que nous avons. Alors, passons maintenant au vernis fluoré, qui a été présenté également par le professeur Claus. Un vernis fluoré très hautement dosé, puisqu'il est dosé à 22 600 ppm, toujours sous forme de fluor de sodium, réservé exclusivement à l'usage professionnel dentaire, et bien sûr, il a un statut médicament. J'apporte aussi votre attention sur la nouvelle nomenclature qui permet la prise en charge de l'application de vernis fluoré chez les patients enfants de 6 à 9 ans. Au point de vue preuve d'efficacité, ici une méta-analyse importante puisqu'elle prend en charge plus de 12 000 patients enfants. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette méta-analyse? Moins de 37% de caries sur la denture temporaire et moins de 43% sur la denture permanente. Clairement, une prise en charge globale, que ce soit sur denture temporaire ou denture permanente, bien entendu. Au niveau du protocole, très très simple également, il suffira de déposer une goutte de vernis fluoré Durafat sur un bloc spatulé ou un godet. On va enlever l'excédent de salive, soit avec votre aspiration, soit à votre seringue à air. Inutile de sécher. On applique le produit avec soit un petit pinceau en composite, soit avec une petite microbroche. Ça durcit très rapidement, entre 30 secondes et 2 minutes. Simplement, c'est la salive qui va le faire durcir. À l'issue, votre patient va s'abstenir de manger des aliments solides, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, pendant 4 heures, c'est-à-dire qu'il va pouvoir boire, s'alimenter de compote, de soupe, de purée, de yaourt pendant ces 4 heures. Au bout des 4 heures, votre patient va pouvoir se brosser les dents et il va éliminer tout le vernis. C'est-à-dire qu'en fait, le vernis ne sera un vernis que pendant 4 heures. Ce temps-là est nécessaire pour avoir ce fameux précipité et former des fameux globules de fluorure de calcium qui vont pouvoir apporter une vraie protection fluorée. Bénéfice aussi pour vous, c'est très facile d'utiliser, vous allez pouvoir accorder une protection à long terme pour vos patients, particulièrement adapté à vos patients non observants, c'est très facile, très rapide, et même appliqué chez les jeunes enfants, puisque l'AMM ne donne aucune restriction d'âge. Et enfin, pour conclure, bénéfice pour vos patients, un traitement en fauteuil très rapide, très pratique, et puis l'intérêt aussi, c'est de prévenir le besoin de traitement invasif et très coûteux de la carie. Voilà, j'en ai terminé. Pensez donc à l'application de vernis fluoré ou l'utilisation de haut dosage de fluor. On va désormais passer aux questions, elles sont très nombreuses. Donc je vais passer la parole au professeur Bloch-Dupont qui va pouvoir commencer à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer à répondre à certaines questions et ensuite je passerai la parole à mes collègues. Je salue au passage les membres de l'association Amélogénèse France qui nous ont rejoints sur ce séminaire. Alors, on me demande qu'est-ce qu'un phénotype? En fait, un phénotype, c'est l'ensemble des manifestations cliniques, des signes cliniques présentés par un patient. Et à ce phénotype, donc signe clinique plus signe radiographique éventuellement, s'oppose ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire l'identité génétique du patient qui est à mettre en rapport avec justement les signes cliniques qu'il présente. Ce qui me permet de passer à la question suivante. On me demande, mais finalement, pourquoi faire un test génétique? Pourquoi ajouter des éléments diagnostiques à un diagnostic clinique d'amélogénèse imparfaite? Donc, j'ai mentionné que les amélogénèses imparfaites étaient soit isolées, soit associées à d'autres symptômes dans le cadre de syndromes. La majeure partie des amélogénèses imparfaites sont isolées. 30% d'entre elles sont associées à d'autres signes que l'on peut déceler parfois au cours d'une consultation avec un questionnement approprié. Encore faut-il pouvoir proposer au patient et à sa famille les bonnes questions, ou alors par un examen attentif du dossier médical du patient. Mais parfois, ce n'est pas aussi évident et dans la plupart des cas, il est difficile de mettre en évidence les signes associés. Donc, proposer un diagnostic génétique de toutes les formes d'amélogénèse imparfaite permet d'identifier beaucoup plus facilement parmi les personnes atteintes
celles qui pourraient avoir une amélogénèse imparfaite associée à d'autres signes, leur proposer des examens complémentaires, comme vous en a parlé le professeur Klaus, pour valider ou invalider la présence de signes associés. Alors, on me demande aussi quelles sont les compétences requises et quel est le coût d'un tel examen. Alors, les analyses génétiques sont réalisées physiquement dans le laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. C'est un laboratoire agréé pour la réalisation de ces analyses dont les résultats sont ensuite validés par un médecin agréé et totalement inscriptibles dans le dossier médical du patient. Les résultats ne sont pas transmis directement au patient, mais sont transmis à celui-ci par le médecin généticien dans le cadre d'une consultation qui rassemble le médecin généticien et la famille. Ce résultat, si les patients et la famille le souhaitent, peut être communiqué aux professionnels de santé qui accompagnent le patient, la famille, dans la démarche diagnostique et la démarche de prise en charge. Le professionnel de santé est informé de l'existence de résultats de tests et du fait que ceux-ci sont discutés dans une consultation tout à fait spécialisée qui implique le médecin généticien. Alors, ces analyses génétiques ont d'abord été, et le test, mis au point dans un contexte de recherche. Et donc, ce sont des financements, et en particulier des financements européens par le programme Interreg, qui est financé par la communauté européenne dans le cadre du FEDER, dans la région, et la région, c'est la région trinationale métropolitaine du Rhin supérieur. Donc, ce financement a permis de créer ce test et a permis également de transposer ce test du laboratoire de génétique, où nous avons eu la chance de collaborer avec toute l'équipe du professeur Dollfuss, vers le laboratoire de diagnostic génétique. Donc à ce jour, les tests sont gratuits. Il n'existe pas pour l'instant de prise en charge et de nomenclature qui validerait un coût associé à ces tests et à ce diagnostic génétique. Donc jusqu'à ce jour, et en fonction des demandes, le test est totalement gratuit et nous recevons périodiquement les échantillons. Un échantillon de salive, puisque nous travaillons souvent sur la salive, ou d'ADN, si c'est via les services de génétique, doit être absolument accompagné des éléments cliniques, de photos intrabuccales et d'une radiographie panoramique, afin de pouvoir confronter les données, l'analyse des variants, à finalement la symptomatologie clinique. Il n'est pas nécessaire du tout d'orienter systématiquement les patients vers Strasbourg pour un test génétique. Nous travaillons en collaboration avec les centres de compétences qui sont tout à fait à même de poser les diagnostics, de réaliser cette analyse précise des phénotypes, les prélèvements salivaires qui sont ensuite acheminés vers le centre de référence. Si vous êtes un praticien isolé, sans lien facile avec un centre de compétences, nous pouvons aussi travailler à distance avec vous de manière à ce que vous serviez de relais à la mise en place de ces tests. Ces tests demandent la signature d'un consentement éclairé du patient ou des parents si l'enfant est mineur. On me demande aussi si les amélogénèses imparfaites peuvent être dues à un traitement de chimiothérapie chez l'enfant. La chimiothérapie peut perturber le développement dentaire et être à l'origine d'anomalies diverses dans le nombre des dents, dans la forme des dents, dans la taille et la forme des racines. Il peut aussi perturber la formation de l'émail. Les améloblastes sont des cellules très sensibles, sont sensibles à énormément de choses
et en particulier à des agents d'environnement. Je vais maintenant passer la parole au professeur Manière pour la suite des questions. Alors, nous avons des questions concernant la prise en charge par la sécurité sociale des soins de l'amélogénèse imparfaite. Est-ce qu'il existe des dispositions spécifiques? Alors, au jour d'aujourd'hui, la réponse est non. Une autre maladie rare qui s'appelle l'oligodontie, où il y a des dents absentes de façon d'origine génétique, bénéficie de ce qu'on appelle une ALD, c'est-à-dire une affection de longue durée hors liste. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas dans l'amélogénèse imparfaite. Toutefois, nos centres régulièrement établissent des documents qui permettent aux patients ensuite de demander des prises en charge exceptionnelles auprès de leur caisse primaire d'assurance maladie. Alors, il y a d'autres questions maintenant qui concernent la CFAO chez l'enfant, et je vais donner la parole au docteur Pilavian. Alors, concernant la CFAO et la pédiatrie, puisqu'il y avait une question, comment fait-on pour adapter la CFAO en pédiatrie pour le traitement de ces jeunes patients atteints d'amélogénèse imparfaite? Tout d'abord, il convient sûrement d'adapter la caméra optique, son diamètre, pour permettre la compliance de nos jeunes patients. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, il faut adapter les matériaux que l'on va utiliser et qui sont pour beaucoup d'entre eux usinables facilement parce qu'ils vont permettre d'être modifiés dans le temps. Ils vont permettre de faire des préparations dentaires à minima avec le moins possible de congés, comme on a pu longtemps le faire, puisqu'ils vont pouvoir être finis en lame de couteau, c'est-à-dire avec peu d'épaisseur, ce que l'on va rechercher avec une céramique. Et ensuite, l'avantage de la CFAO pour ces jeunes patients, puisque les préparations sont peu couvrantes, eh bien, il y a parfois des décollements, des casses. Parfois, il convient de changer ces restaurations parce que l'enfant a grandi, donc il y a eu un traitement orthodontique. Et le fait d'avoir la base de données à disposition, il suffit de réusiner, et donc on n'est plus obligé de repasser par des séances d'empreintes, souvent assez désagréables pour les enfants et les adolescents. Il y avait ensuite une autre question sur le collage et quel type de colle recommander. Alors, il n'y a pas forcément une marque de colle spécifique, mais plutôt des systèmes adhésifs. Les études ont déjà montré que les systèmes adhésifs qui fonctionnent le mieux sont les systèmes dits les SAM en 2 étapes, donc les SAM 2, et les systèmes adhésifs en mode MR, mordançage, rinçage, qui soient 2 ou 3, donc avec un mordançage au préalable. Donc, le but ensuite, quel que soit le type de colle qui s'utilisera avec ces systèmes adhésifs, c'est de respecter la mise en place d'un champ opératoire, tout un protocole de collage qui est encore plus spécifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux amélogénèses imparfaites, avec une déprotéinisation éventuelle qui aura été faite au préalable. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais je vais passer la parole au professeur Klaus. Merci. Quelques questions pertinentes sur le problème du diagnostic différentiel et la possibilité donc de savoir s'il y aurait une atteinte des dents permanente lorsqu'il y a des atteintes des dents temporaires dans différents contextes, que ce soit pour le HSPM dont on parlait tout à l'heure, le MIH ou les amélogènes imparfaites. Différents éléments de réponse. Pour ce qui est donc des hypominéralisations des secondes molaires temporaires, le HSPM, eh bien, dans la littérature, il y a effectivement donc une notion d'association entre le HSPM et le MIH, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de la probabilité d'atteinte au niveau donc, des dents permanentes sous forme de MIH lorsqu'il y a un HSPM. Ce ne sera pas systématique, mais néanmoins augmentation de la probabilité. Pour ce qui est donc des amélogènes imparfaites, c'est effectivement également une très bonne question parce que les parents souvent vont demander s'il y a également une atteinte ultérieure des dents permanentes. Et donc, si on a un tableau clinique confirmé d'amélogènes imparfaites en denture temporaire avec l'ensemble des dents atteintes et éventuellement donc une confirmation moléculaire, eh bien, il y aura également une atteinte au niveau des dents permanentes. Donc ça, c'est cet élément de réponse concernant donc, les associations entre atteintes au niveau des dents temporaires et des dents permanentes.
Pour ce qui est du diagnostic différentiel entre l'EMIH et les amélogènes imparfaites, eh bien, il va se baser sur différents éléments. Donc, en termes d'examen clinique, il y aura donc une distribution topographique, je l'ai dit, très spécifique des lésions pour l'EMIH, avec ou des hypominéralisations ou des hypoplasies au niveau donc, des premières molaires permanentes et des incisives de façon très spécifique pour l'EMIH. Toutefois, donc, le critère diagnostique primaire pour l'EMIH, ça va être les atteintes des molaires, des premières molaires permanentes. Mais le diagnostic différentiel pourrait également donc, se baser sur des éléments de l'anamnèse familiale, d'éventuelles atteintes des autres membres de la famille, de la fratrie, des parents, ce qui permettra d'orienter le diagnostic vers un mode de transmission intrafamiliale et plutôt une atteinte génétique de type amélogène imparfaite. Et puis on s'intéressera également à d'autres éléments comme l'existence d'antibiothérapie durant la petite enfance pour le MIH, notamment. Donc ça, c'est un petit peu les différents éléments à prendre en compte pour ce diagnostic différentiel. Je ne sais pas si le professeur Bloch-Dupont voulait encore répondre à certaines questions. Alors, une question sur les tests et l'âge où il est possible de réaliser le test. Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de limitation d'âge, puisque lorsque l'enfant ne sait pas cracher ou si la personne n'est pas en capacité de cracher, nous utilisons dans le kit oragène de prélèvement salivaire de petites éponges que nous imbibons de salive et que nous plaçons ensuite dans le kit. Il y a un peu moins de quantité d'ADN extraite au final, mais celui-ci est de bonne qualité, donc pas vraiment de limitation d'âge. On demande aussi quels sont les soins possibles à la sortie des dents permanentes. Donc, dès que les dents permanentes vont venir, l'idée, ça va être le plus rapidement possible de les isoler de manière à ce qu'elles ne soient pas sensibles et qu'elles puissent poursuivre leur formation. Alors, on a différentes techniques pour isoler ces dents. L'enfant est très jeune. On va à la fois utiliser une désensibilisation éventuelle avec des fluorures. On va recouvrir les dents avec des matériaux plastiques, d'abord des verres ionomères. Ensuite, lorsque la mise en œuvre sera plus facile, on pourra réaliser des composites fluides tout à fait étendus, élargis sur les faces occlusales des molaires pour renforcer et protéger cette surface de l'émail. On va progressivement aider l'enfant à aller vers la désensibilisation, puisque ces dents, dans certaines formes, sont très sensibles au point qu'il est très difficile de se brosser les dents. Je repasse la parole à mon collègue. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions. Merci d'avoir été très nombreux à le suivre. Alors, je attire juste votre attention sur les nombreux webinaires que l'on a déjà. Et je vous invite à aller sur le site de colgatetalks.com pour aller visionner l'ensemble des webinaires que l'on a déjà fait. Et sinon, celui-ci sera disponible d'ici 72 heures. Donc, vous pourrez le revoir, être posé. Et juste pour une petite information aussi, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Alors, sachez que les questions auxquelles on a pu répondre, l'ensemble des conférenciers vous répondront directement par mail d'une façon individuelle. Donc, encore merci. Je vous engage également aussi à remplir le petit questionnaire de satisfaction, ce qui nous sert aussi à savoir quels sont les sujets qui vous intéressent afin de répondre à l'ensemble de vos demandes. Merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.